Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre un peu d'ordre dans des notions qui sont souvent mélangées. Relaxation, méditation, sophrologie, hypnose, ça se ressemble, mais en fait, pas tant que ça. Alors on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Voilà, ces 4 mots, on les entend partout. Parfois, ils sont utilisés un peu à tort et à travers, comme s'ils voulaient tous dire la même chose. Du coup, c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu quand on cherche la bonne approche pour aller mieux. Et c'est justement là que tout se joue. Oui, l'intention de fond, c'est le bien-être. Mais les objectifs, les chemins pour y arriver, et même les mécanismes derrière, sont vraiment uniques à chaque pratique. Comprendre ça, c'est vraiment la clé pour faire un choix éclairé, celui qui correspond vraiment à ce qu'on recherche. Bon, commençons par la base, si on peut dire. La relaxation et la méditation, ce sont un peu les deux piliers, les approches fondamentales pour commencer à agir sur son état interne et être plus présent à soi-même. La relaxation, c'est vraiment le point d'entrée le plus direct, le plus accessible. C'est un peu comme un interrupteur. On passe du mode stress et action au mode calme et récupération. L'objectif est simple et immédiat, faire baisser la pression, tout de suite. Et les techniques sont à l'image de cet objectif, simple et direct. Qu'il s'agisse de contracter puis de relâcher ses muscles, de se concentrer sur sa respiration ou d'imaginer un lieu apaisant. On envoie un message très clair au corps et au cerveau pour leur dire « c'est bon, tu peux te détendre ». L'effet est quasi instantané. Avec la méditation, on change de niveau. Là, le but n'est plus seulement de se détendre, mais carrément d'entraîner son esprit. C'est l'art d'observer ce qui se passe en soi, les pensées, les émotions, mais sans se faire emporter. C'est une démarche qui change en profondeur notre relation à nous-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est cette idée de métacognition. C'est un mot un peu savant pour dire qu'on apprend à regarder nos pensées passer, un peu comme on regarderait des nuages dans le ciel, sans s'y accrocher, sans les juger. Et cette prise de distance, à la longue, est incroyablement libératrice. Ça peut même littéralement remodeler notre cerveau. On passe maintenant à une autre famille de pratiques. Ici, on est sur des approches plus structurées, souvent accompagnées par un professionnel et qui visent des objectifs bien plus ciblés. La sophrologie, c'est une sorte de synthèse très intelligente. Elle pioche dans la relaxation occidentale et dans la sagesse orientale pour créer une méthode complète qui agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. L'idée, c'est d'aller activer ses propres ressources pour trouver un équilibre durable. Le processus est très balisé. On commence par le corps, avec des mouvements doux, puis on descend dans un état de conscience particulier, à la frontière du sommeil. Et à partir de là, on utilise la visualisation pour se préparer mentalement à des événements futurs. C'est une démarche très proactive qui vise l'autonomie. Et on en arrive à l'hypnose. Alors là, attention, on change complètement de paradigme. Il ne s'agit plus seulement d'élargir sa conscience ou de se détendre. L'objectif, c'est d'induire un état bien spécifique, qu'on appelle la transe, pour pouvoir travailler de façon très, très ciblée. Et voilà le point fondamental, ce qui rend l'hypnose totalement unique par rapport à toutes les autres approches. C'est sa capacité à passer sous le radar de notre esprit critique, de notre conscient, pour aller dialoguer directement avec l'inconscient. C'est là que sont logés nos automatismes, nos habitudes et souvent la racine de nos problèmes. Et forcément, cette particularité explique pourquoi elle est si efficace dans certains domaines. En s'adressant directement à la source, l'hypnose permet de reprogrammer des comportements, de dénouer des blocages anciens et de traiter des problématiques très spécifiques avec une rapidité souvent surprenante. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de chaque pratique, le mieux, c'est de les mettre côte à côte. Ça va permettre de visualiser très clairement ce qui les différencie. Ce tableau résume tout parfaitement. Rien que la première ligne, objectif, elle est limpide. On voit bien la progression. D'un côté, la relaxation pour un soulagement immédiat, puis la méditation pour développer sa conscience, la sophrologie pour un projet global sur soi, et enfin l'hypnose qui est là pour une chose, résoudre un problème spécifique. Rien que ça montre que l'intention de départ n'est pas du tout la même. D'accord, maintenant que c'est plus clair, la grande question c'est comment choisir ce qui est fait pour soi. Voyons quelques pistes pour s'orienter. C'est vraiment la première question à se poser. Est-ce que le besoin, c'est un outil pour gérer le stress au quotidien, ou est-ce que c'est de s'attaquer à la racine d'un problème qui dure depuis longtemps? Et la réponse à cette question donne déjà une direction très claire. Pour un besoin de détente immédiate, la relaxation, c'est parfait. Pour un cheminement plus philosophique, la méditation. Pour un travail de fond sur soi, la sophrologie est très indiquée. Mais pour régler une bonne fois pour toutes une phobie, une addiction, une douleur tenace, le chemin le plus direct et le plus ciblé, c'est souvent l'hypnose. Et puis bien sûr, il y a la question de la personnalité. Une méthode, même si elle semble idéale sur le papier, ne fonctionnera que si elle nous parle, si elle correspond à notre manière de fonctionner.
On voit ici des profils se dessiner. Les esprits plus pragmatiques, qui aiment le concret et qui sont orientés vers la recherche de solutions, se retrouveront souvent plus facilement dans une approche comme l'hypnose. À l'inverse, une personne en quête d'un équilibre plus global se tournera peut-être plus naturellement vers la sophrologie ou la méditation. Mais il y a un point vraiment essentiel à retenir. Il ne faut pas voir ces pratiques comme des concurrentes. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre dans l'absolu. C'est simplement une boîte à outils. On ne se demande pas si un marteau est meilleur qu'un tournevis, on se demande juste de quel outil on a besoin pour le travail à faire. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Le plus important, ce n'est pas de trouver la solution miracle du premier coup. C'est de se lancer, de faire un premier pas. C'est l'expérience qui sera toujours le meilleur guide. Nous voilà au bout de ce décryptage. J'espère que le brouillard s'est un peu dissipé et que les différents chemins apparaissent maintenant de manière bien plus nette. La confusion peut maintenant laisser la place à la clarté. Chacune de ces approches est en fait une porte vers une version de soi plus sereine, plus équilibrée. La seule question qui reste, au fond, est toute simple: quelle est la première porte que l'on a envie d'ouvrir ?